observations sur... Si j'assure et j'assume une position plutôt de confort. Je tenterai de dire et dire quoi qu'ils n'ont pas encore fait. Mais en même temps, c'est une position difficile aussi. Une position difficile parce qu'il faut essayer d'insister sur ce qui peut-être aurait paru plus important. Et tout ce qu'ils ont dit, tout était important. Mais je vais tenter. Je vais tenter en deux stations, deux paliers. D'abord, m'interroger sur les questions préalables. Les questions préalables. Le professeur Layet a soulevé certaines questions. Je vais peut-être pas revenir, mais les effleurer à nouveau, mais insister sur d'autres. Le professeur ministre a insisté sur d'autres. Je vais essayer également de dire mon opinion à cet égard. Mais deuxième station, les préoccupations substantielles. Donc, questions préalables, préoccupations substantielles. D'abord donc les questions préalables. Il y a trois questions qui me paraissent fondamentales dans la tentative de révision d'un instrument aussi important que la Constitution. Première question, la question du temps de la réforme. Deuxième question, la question de la méthode de la réforme. Et troisième question, la question de l'esprit de la réforme. Sur le temps de la réforme, ça me permet de vous rappeler, sur le temps de la réforme, quelle est la question? Est-il nécessaire de réviser notre Constitution aujourd'hui? Question simple. Réviser notre Constitution aujourd'hui. Deux ou trois fenêtres pour nous permettre de voir quel temps il fait. Première fenêtre, c'est la situation régionale. C'est la situation régionale. Nous avons tous en tant qu'Africains prié. Nous étions suspendus à ce qui se serait passé au Sénégal. Je n'insiste pas là-dessus. Nous avons été tous surpris à ce qui s'est passé au Mali. Je voudrais rappeler qu'au Mali, il y a une révision de la Constitution du Mali en 2011, juillet 2011, et que le Mali attendait aller au référendum. Je ne dis pas que c'est la cause immédiate. J'ai la faiblesse de penser que c'est une cause médiate de ce qui se passe au Mali. Voyez la situation au Mali, la situation au Sénégal et la situation dans les autres États. Cette situation qui devient banale. On a cité certains pays ici, le Burkina, le Togo et bien d'autres encore. Le temps est une maladie que l'on pourrait tenter, je mets ça vraiment en guillemets, une sorte de réformite. C'est une pathologie. C'est une pathologie sociale, c'est une pathologie politique, c'est une pathologie démocratique. C'est la première fenêtre que j'ouvre sur le temps régional. Ce n'est pas bon pour les révisions. Deuxième fenêtre, sur nous-mêmes, le contexte national. Quel est le temps aujourd'hui? Nous avons eu un peu de pluie, hier ou avant-hier, encore du soleil. Le soleil, est-ce qu'il n'est pas apparent? Est-ce qu'il n'est pas qu'apparent? Et si on va au-delà des rayons du soleil, qu'est-ce qu'on voit? On voit les crises. On voit la crise sociale. On voit la crise sociale. On voit l'instabilité des décisions. On voit la paupérisation aggravée. On voit la paupérisation aggravée. On voit encore quoi? Cette forme d'inflation des décisions. Les universités deviennent maintenant des ateliers de coiffure dans toutes les rues. Voyez-vous. Donc c'est le temps à l'intérieur. C'est le temps à l'intérieur. Le temps à l'intérieur. Et puis, je voudrais ajouter, ce temps-là est fait de quoi? On n'a pas encore soldé l'élection présidentielle. On n'a pas encore soldé. Vous êtes des hommes politiques.
je pense qu'on n'a pas encore soldé, c'est ce temps. Nous n'avons pas encore, vous avez parlé de l'évaluation, de l'audit, la LEPI. On n'a encore rien dit. C'est ce temps. Vous voyez, le temps, il est fait de quoi à l'intérieur? Le temps, il est fait des restrictions des libertés démocratiques. Des restrictions, non. Professeur Topano a dit, personne n'a rien dit. Non, c'est fou. C'est fou. On va dire où? Restriction de l'espace médiatique. On va dire où? Quand le Parlement vota dans la nuit, la Cour constitutionnelle déclare conforme la loi qui restreint la grève dans la même nuit, le lendemain, vous irez où? Où pour parler? Où pour protester? Voilà le temps des restrictions des libertés démocratiques. Le temps du raidissement des organes de contrepoids, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, la H. Ah, c'est ce temps. C'est ce temps. Faites l'expérience. Ils sont quelques-uns ici, les journalistes. Cette fébrilité maintenant à poser des questions. Voyez-vous. Donc nous sommes dans ce temps de restriction, dans ce temps de paupérisation, dans ce temps d'interdiction, dans ce temps de pauvreté. Et voilà, le temps, je conclus, n'est pas à la révision. Première question, le temps. Deuxième question, la méthode. L'initiative, le processus. Le processus est-il conforme à ce que l'on aurait souhaité? Sur ce point, je ne partage pas tout à fait les observations de professeur Topano. Même si c'est une virgule, nous sommes à l'apprentissage démocratique. Sur un texte constitutionnel, le citoyen doit être interpellé. Le débat doit être fait sur les médias, même si c'est une virgule de la Constitution. Le débat doit être fait dans les universités. Le débat doit être fait dans les associations, dans les médias. Le lien entre le goût et le bariba, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Ce qui soude ce pays, c'est la Constitution. Ce qui soude ce pays, c'est la Constitution. Je veux lier au contexte sociologique. Nous sommes un peuple. Nous utilisons une langue qui nous vient d'ailleurs, des concepts qui nous viennent d'ailleurs. Chaque fois que nous trouvons l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur ces concepts, sur ces institutions, c'est le moment pédagogique de nous rappeler, de nous enseigner. De nous enseigner. La mutuelle de l'enseignement. Ça doit être la pédagogie de la révision. La mutuelle de l'enseignement réciproque. Si c'est une seule figure, les dissections entre les formes de révision de constitution, c'est le citoyen qui en a besoin. C'est le citoyen qui en a besoin. Et si c'est une virgule, il faut le dire aux citoyens. Qu'est-ce que c'est que la révision? Qu'est-ce que c'est que le régime président? Qu'est-ce que c'est? Alors, cette méthode, elle est faite de quoi? Elle est faite d'exclusion, premièrement. Elle est faite d'inquisition, deuxièmement. Elle est faite d'opacité, troisièmement. Faite d'exclusion, pourquoi? Parce que l'on considère trop dans ce pays que ce qui est juridique, ce n'est que les initiés. Il n'y a que les initiés. Il n'y a pas que les initiés. Il n'y a pas que les initiés. Mais c'est vrai qu'on a le droit de commettre une commission d'experts. C'est un droit. Mais ne peut-on pas aller au-delà? Pédagogique et démocratique. Et même si on a commis des experts, dans un cercle d'initiés, même si on s'est entendu sur les éléments, même si on s'assure que certaines limites ne devraient pas être franchies, oui, mais il faut intéresser le peuple dans une dimension, dans une démarche vraiment transparente. La transparence, c'est le préalable de la confiance. La transparence, c'est le préalable de la confiance. Si ce n'est pas transparent, il n'y a pas de confiance. Et quelle que soit la qualité des idées que l'on veut faire porter par une initiative quelconque, tant que le citoyen ne considère pas que, eh bien, cela s'est passé en sa présence, il est le témoin,
ces idées ne porteront pas. Alors, inquisition, oui. Inquisition. Transmission d'idées de la part du gouvernement. C'est cela. C'est cela. Et qui est, voilà. Et qui est prêt, et qui est derrière. Opacité. Mais au fond, vous m'avez distribué des textes. Mais de quel texte parlons? De quel texte parlons? Nous tous qui sommes autour de cette table, est-ce que nous pouvons dire de manière absolue ce qui est discuté? Ce dont on parle. Texte de 2009, commission à de l'élève. Mais pourquoi il y a une commission qui siège encore? Pourquoi il y a une commission qui siège? C'est ça l'opacité. C'est ça l'opacité. Et moi je suis inquiet. Ne me dites pas que la bonne foi, il n'y a pas de présomption de bonne foi dans l'espace politique, dans l'espace public. Tout doit être transparent. La bonne foi doit être prouvée. La bonne foi doit être prouvée. Pourquoi vous m'interrogez alors qu'il y a une commission qui siège encore? De quoi je parle? Du test de la relance de l'élève, dont on a dit, on n'a même pas transmis in extenso le test de la relance de l'élève. Le test du gouvernement en 2009. Mais pourquoi le gouvernement, après avoir transmis ce test en 2009, trouve utile d'instituer une autre commission qui réfléchit? Quelle est la qualité de cette commission? Il faut que nous savions, Dieu nous a créés pour nommer les choses. Lui-même, il a nommé, il nous a créés pour encore nommer. Comment nous nommons cette commission? Quelle est la portée de ces travaux? C'est ça l'absence de transparence et l'opacité. Alors, troisième question, l'esprit de la réforme. L'esprit. Dans quel esprit on conduit cette révision? Je voudrais déjà, en 2 points, rappeler ce que moi j'ai compris comme étant l'esprit de notre loi fondamentale actuellement. L'esprit de la consécration des libertés individuelles. C'est le premier point, l'esprit de notre loi fondamentale, de notre constitution. Deuxième élément, progrès démocratique. Pouvoir contre poids. Oui, la qualification, les spécialistes vont, régime présidentiel, régime présidentialiste. Voilà, l'habit, il n'y a pas de problème. Mais le contenu, c'est ça, l'expression démocratique. Peu ou prou, nous avons vécu cela depuis 22 ans. Et puis le second aspect, oui, le bouleversement dont on nous assure, les bouleversements au niveau des pouvoirs, les déséquilibres au niveau des pouvoirs dont on nous assure. Sur le premier aspect, les avancées annoncées, oui, on nous annonce l'abolition de la peine de mort. Moi, je suis abolitionniste. On applaudit l'abolition de la peine de mort. La constitutionnalisation de la LEPI, je partage l'opinion de Moïse Laleye, mais je ne partage pas son opinion sur la non-pérennisation. Je pourrais en dire quelques mots. Mais la non-constitutionnalisation, je partage son opinion. On nous annonce l'initiative populaire. Je n'ai pas le temps de revenir, mais sur l'initiative populaire, évitez les chevaux de Troie. Évitez ça. Évitez les chevaux de Troie. L'initiative populaire. Si dans la générosité qui caractérise les Béninois, dans la patience, dans l'amour et sans limite de la paix, vous votez, vous adoptez cette réforme, vous aurez les 10 000, c'est 10 000 ans, les 29 000 Béninois qui vont initier pour demander qu'on change la limite du mandat. Vous aurez ces 29 000 qui vont... 12 000. Voilà, en attendant. Vous aurez ces Béninois, ces 12 000, qui vont introduire une initiative pour changer la limitation du mandat, pour tout changer. Non. C'est un cheval de Troie. Encore que je considère que c'est il ne faut pas nous créer un monstre. Le professeur Tokpan vous a dit, nous sommes déjà dans un pays, dans un régime présidentialiste. Mais quand on en ajoute initiative populaire dans un régime présidentialiste, qu'est-ce que ça a à faire? Instaurer un régime parlementaire, vous aurez été franc. Instaurer un régime présidentiel. Donc, il faut éviter les chevaux de Troie. Donc, on nous a annoncé l'initiative populaire, la constitutionnalisation de l'imprescriptibilité des crimes économiques, limitation de la détention préventive. Il y a des avancées factices. En trompe-l'œil. Si on veut poser l'imprescriptibilité des crimes économiques, ça veut dire quoi? Ça a une dimension pénale. Vous avez dans les couloirs du Parlement, le code pénal. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça dedans?
Si on veut limiter la détention préventive, j'ai appris cette nuit que la loi sur le code de procédure pénale a été votée. C'est sa place. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre ça dans la Constitution? Mais si nous enlevons limitation de la détention, constitutionnalisation de l'imprescriptibilité, constitutionnalisation de la LEPI, ça n'a aucune place. Ça n'a aucune place dans la Constitution, la LEPI. C'est quoi la LEPI? Et puis, c'est dire de soi-même que l'on n'est pas, enfin, que l'on ne veut pas tenir compte de l'avenir. Liste électorale permanente informatisée. En 1960, est-ce que l'on est au courant qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'informatique? Et puis on veut mettre ça dans la Constitution. Avec l'évolution extraordinaire de la technologie, d'ici peut-être 5 ans, vous n'aurez plus besoin de l'informatique. Voyez-vous? Est-ce que sa place, c'est dans la Constitution? Quand on enlève tout cela, on considère donc que ce sont des avancées factices. Il n'y a pas d'avancée. Ce qu'il y a, ce sont les déséquilibres fondamentaux. Et ça, c'est la deuxième sous-station de cette préoccupation substantielle, les bouleversements assurés. Quels sont les bouleversements? Le premier, c'est l'affaiblissement des institutions de contrepoids. Et le second, c'est le renforcement du pouvoir exécutif et de la Cour constitutionnelle. Et cela ne m'étonne pas. Il y a une cohérence. Parce que vous devrez vous rappeler, nous sommes en 2009. Nous sommes dans cette situation au moment où le ministre Panou était au gouvernement. Où le Parlement était insoumis. L'insoumission du Parlement. Les juges affirmaient peu ou prou leur indépendance. Dans cette révision, le Parlement paye de son insoumission, la justice paye de son indépendance. Comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Sur la justice, le contrôle de constitutionnalité des décisions de la justice. Rappelez-vous juste avant l'arrivée au pouvoir de Yahi Boni, en 2006, on a tenté de déclarer les décisions de justice, il y avait une suspension de l'exécution des décisions de justice. L'actuel président de la Cour constitutionnelle était des nôtres au barreau. Nous l'avons combattu très fortement. Il était minoritaire, très fortement. Il était minoritaire au barreau. Et nous avons obtenu, heureusement, de la Cour constitutionnelle, dans sa composition d'alors, que l'on déclare contraire à la Constitution cette tentative. Lorsque l'actuelle composition a été mise en place, les décisions du pouvoir judiciaire sont soumises régulièrement au contrôle de constitution. Elle admet le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice. Et puis maintenant, on a introduit dans le texte, très formellement, que désormais, les décisions du pouvoir judiciaire peuvent faire l'objet du contrôle de constitutionnalité. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une voie de recours. Il faut qu'on qualifie. Est-ce que c'est une voie de recours? Dans quel délai? Quand on a fini avec les tribunaux d'instance, quand on a fini avec la Cour d'appel, quand on a fini avec la Cour suprême, que le citoyen se dise, mais j'ai encore la crainte d'aller devant la Cour suprême. La Cour constitutionnelle, ça veut dire quoi? C'est une monstruosité. Et ça me permet de dire déjà, en ouvrant une parenthèse, que la révision de la Constitution est une réalité. Nous avons déjà une révision jurisprudentielle de notre Constitution, en m'associant à ce qui a été dit et en ajoutant déjà que les décisions de justice font l'objet de contrôle de constitutionnalité. De l'autre élément, l'indépendance des juges est limitée à la conduite des dossiers et au prononcé des décisions. Désormais, c'est ce que la réforme nous dit. La réforme précise le concept d'indépendance du juge. Dit l'indépendance du juge est limitée à la conduite des dossiers et au prononcé de la décision. Il vous dit autre chose simplement. Il vous dit il n'y a plus d'indépendance du pouvoir judiciaire. La justice a payé de son indépendance. Et puis le pouvoir législatif paye de son insoumission. En quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait du pouvoir législatif? L'initiative populaire. Oui, l'initiative populaire. Nous avons notre Cour nationale. Si le Parlement refuse gérer au peuple. On a déjà l'article 68. On a déjà l'article 68 que l'on utilise. Voilà. Maintenant, on a l'initiative populaire. Et puis, deuxième élément, la possibilité de rendre exécutoire le projet de loi de finances
par la Cour constitutionnelle et de rendre exécutoires les autorisations de ratification par la Cour constitutionnelle, les articles 108 et 111. Et quand on a fini de faire ça, qu'est-ce qu'il reste? Il vous souviendra que la démocratie parlementaire prend naissance en Grande-Bretagne avec le vote du budget. Avec le vote du budget. Donc vous voyez l'esprit. L'on veut éviter les discussions politiques au niveau du Parlement. L'on préfère s'assurer de la présence des pouvoirs et des prérogatives de la Cour constitutionnelle. Et donc, le Parlement a payé de son instruction. Et deuxième élément, c'est le renforcement du pouvoir exécutif. Le renforcement du pouvoir exécutif et surtout de la Cour constitutionnelle. Il y a une sorte de triomphe du pouvoir exécutif. Nous n'avons plus un chef d'État, un président de la République. Nous allons à la révision dans cet esprit et dans ces conditions. Et nous n'avons plus une Cour constitutionnelle, nous avons un organe du pouvoir exécutif. Nous avons un élément du décor de l'exécutif. Et qui peut même légiférer a posteriori si le projet de loi n'est pas voté dans le délai que la proposition suggère. Eh bien la Cour constitutionnelle rend exécutoire. Il exerce les fonctions du législateur a posteriori. Et puis, qu'est-ce qu'on nous a apporté de nouveau? La Cour des comptes, je partage parfaitement l'opinion du professeur Topano là-dessus. Ce que les juridictions, ce que la communauté des États, l'UEMOA, suggère, c'est une juridiction des comptes indépendante. C'est une indépendance de moyens, pas une indépendance de décor. C'est une indépendance de moyens. L'on peut bien avoir une Cour des comptes sans s'assurer son indépendance. On peut bien avoir une chambre des comptes indépendante. Et donc cet argument qui consiste à provoquer une réforme en raison de la Cour des comptes ne tient pas. Et puis on a le médiateur de la République. On n'a déjà pas la loi. Vous voyez, on a parlé de révision de confort. Ça, sur ce plan, c'est une révision de confort. Et puis bien sûr, la Sénat. Vous voyez, ce sont là les éléments, je ne vais pas être plus long. Ce sont les éléments. Quant aux préoccupations substantielles également, qui me conduisent et qui me confortent cette idée qu'il ne faut pas pour le moment réviser. Je voudrais ajouter un troisième élément. Pourquoi fait-on réviser? Vous voyez, le rendez-vous le plus important que nous avons au plan politique, c'est le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle. C'est le renouvellement. Moi, je le dis publiquement. Il faut mettre moins de pression en vue sur les membres de la Cour constitutionnelle. Sur la composition actuelle, politiquement, il ne faut pas les charger davantage de pression. De quoi s'agit-il? C'est l'épreuve de la loyauté. Si la révision passe au Parlement, il faudra que la Cour constitutionnelle déclare conforme, mais qu'elle pose les bases de l'interprétation. Et c'est par rapport à cette première décision quant à l'interprétation, dans un sens que nous ne connaissons peut-être pas encore, que certains vont assurer leur retour dans cette composition. Il faut les soulager de cette pression. Je pense qu'il faut les soulager de cette pression. À supposer même que votre conclave considère, pour moi, pas extraordinaire, qu'il faille réviser la Constitution. Moi, je pense, ne révisons pas cette Constitution maintenant. Ne révisons pas cette Constitution maintenant. Je n'ai rien contre une révision. La Constitution n'est pas dans une sorte de marbre. Non, on peut réviser. Mais les conditions ne sont pas réunies. Les circonstances ne s'y prêtent pas et nous n'avons pas la preuve de la loyauté, de la transparence, du désintéressement. Il n'y a jamais un chef d'État qui dise qu'il ne va pas partir à un troisième mandat. Tout le monde dit on va partir. Mais il nous faut maintenant les encourager à partir. Je vous remercie.